Un forum politique de haut niveau, mise en œuvre des 7 ODD, Objectifs de développement durable, se tient au siège des Nations Unies à New York. Le Togo est représenté par le Premier ministre Koni Selom Klassou. Vers la mise en place d'un plan national d'adaptation aux effets des changements climatiques. Ce document de référence lancé ce matin à Lomé sera ensuite présenté aux assises de la COP22 en novembre prochain au Maroc. Et bientôt, une nouvelle stratégie pour la réussite des opérations de salubrité publique sera mise en œuvre au Togo. Un document est élaboré à cet effet. Il est soumis ce mardi à l'appréciation des différents acteurs concernés. Voilà pour les titres du 20h de ce mardi. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal que nous ouvrons avec ce forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des 17 ODD, Objectifs de développement durable, qui se déroule au siège des Nations Unies à New York. Le Togo est représenté par le Premier ministre Koni Selom Klassou. À New York, le Premier ministre a eu un entretien avec Wu Rongbo, sous-secrétaire général des Affaires économiques et sociales aux Nations Unies. Monsieur Wu Rongbo a félicité le Togo du fait qu'il fait partie des 22 volontaires à présenter leur rapport, premier du genre après l'adoption en 2015 des ODD. Il a aussi promis le soutien des Nations Unies à accompagner le Togo dans l'atteinte des 17 engagements à l'horizon 2030. On l'écoute. Propos recueillis par Isidore Koubatine. And this morning I had very good discussions with your Prime Minister. J'ai accueilli le Premier ministre à l'ONU et j'ai également fortement félicité le Président de la République, le Premier ministre et le gouvernement pour faire partie des 22 pays qui vont présenter une revue nationale sur les objectifs du développement durable et l'agenda 2030 au cours du forum politique de haut niveau sur le développement durable ici à New York. Ce n'est pas une tâche facile car l'agenda 2030 a été adopté il y a à peine quelques mois et Togo fait partie de ces pays qui d'ores et déjà mettent en œuvre le programme de l'agenda 2030 pour le développement durable. Donc M. Wu souhaiterait sincèrement féliciter le pays pour ses actions menées. Le ministre a également exprimé son appréciation pour le travail qui est réalisé par le département des affaires économiques et sociales et le soutien du département. Le Premier ministre a fait part des défis importants auxquels se heurte le Togo, notamment par exemple l'énergie, l'eau, la jeunesse et le chômage et l'agriculture durable. Il a exprimé le souhait de travailler de près avec les Nations Unies et tout particulièrement de bénéficier du soutien du département des affaires économiques et sociales de l'ONU. J'ai également pris compte et fait part de la bonne collaboration entre le département et le Togo depuis maintenant plusieurs années et nous avons fourni un soutien dans la modernisation de l'État par exemple et le renforcement des capacités. J'ai également assuré le Premier ministre que le département des affaires économiques et sociales continuera de soutenir le Togo dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 et j'ai notamment demandé à 2 de mes directeurs d'agir en tant que points focaux pour ce soutien et la collaboration qui sera honorée et accordée au gouvernement du Togo. Et en marge de ce forum, une rencontre ministérielle s'est tenue hier. Il s'agira pour chaque État, surtout les 22 volontaires, dont le Togo, d'assurer le suivi de la mise en œuvre des ODD avec pour ambition de mettre fin à la pauvreté, lutter contre les inégalités et injustices et faire face au changement climatique à l'horizon 2030. Le Togo présentera son rapport sur les ODD le mercredi prochain.
Voilà qui est dit. Le président de l'Assemblée nationale, Dama Dramani, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur de Chine au Togo, Liu Xi, au cœur des discussions, les relations de coopération entre le Togo et la Chine, surtout entre les deux assemblées. Les deux personnalités sont également revenues sur le voyage récent du chef de l'État en Chine. On écoute à ce propos le diplomate Liu Xi, propos recueillis par Luc Assi. Et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon de la coopération et des relations amicales entre nos deux pays et surtout entre nos deux assemblées. Et suite à la visite d'État de son Excellence, Monsieur le Président de la République en Chine, et toutes nos deux parties sont déterminés à approfondir et à raffermir nos relations de coopération dans tous les domaines, y compris bien sûr entre nos deux assemblées. Et puis nous avons eu l'occasion de parler du projet de la construction du nouveau palais de l'Assemblée du Togo. Et maintenant le travail avance très bien. Et j'espère que avec les efforts conjoints de nos deux parties, nous aurons une belle cérémonie de pose de la première pierre de l'Assemblée. Le 27e sommet de l'Union africaine a pris fin hier à Kigali, au Rwanda. Les chefs d'État de l'Union africaine sont parvenus à une série de mesures pour mettre fin à la crise au Soudan du Sud. La sécurité sur le continent, l'éventuelle réintégration du Maroc ont été également évoquées. Le prochain sommet de Lomé sur la sécurité maritime a retenu l'attention des dirigeants africains. Donc le ministre Robert Dussé des Affaires étrangères nous fait ici le point des conclusions de cette 27e session de l'Union africaine. Je vous rassure que le président de la République, le président Faure Gnassingbé, a pris la parole et a rassuré tous ses homologues ici à Kigali du niveau de la préparation du sommet de Lomé. Donc le sommet de Lomé aura bel et bien lieu le 15 octobre prochain. Et lors de ce sommet, il y aura l'adoption de la charte de Lomé et la signature de cette charte. Au-delà du fait que tous les chefs d'État et de gouvernement ont soutenu le Togo dans la préparation de ce sommet, il a été question, une des décisions principales de cette réunion du sommet de Kigali est le fait que les Africains aient décidé de trouver des moyens alternatifs pour le financement de l'Union africaine. Comme on le sait, l'Union africaine est financée à plus de 70% par les partenaires. Aujourd'hui, une décision a été prise par les chefs d'État et de gouvernement de trouver un financement. Et cette décision équivaut à prendre 0,2% sur les produits d'importation des pays africains afin d'assurer le financement et le fonctionnement de l'Union africaine. Nous avons également eu, grâce à la détermination des chefs d'État de l'Union africaine, désormais un passeport africain qui a été dévoilé, comme vous le saviez, par le président d'exercice de notre Union. Et ce passeport, en quelques mois, tous les citoyens africains l'auront, du moins les officiels d'abord, suivi de toute la population africaine. Donc, nous pensons que c'est une avancée réelle dans la construction de l'Union africaine et pour le panafricanisme qui a toujours été prôné par nos pères. Le Togo, à l'instar du reste du monde, fait actuellement face aux effets des changements climatiques et les populations doivent s'y adapter. Il s'avère donc nécessaire de faire une planification dans les différents domaines, notamment l'agriculture, la santé et l'énergie. Il va falloir aussi analyser les différents plans d'action mis en œuvre ces dernières années pour voir s'ils sont encore efficaces pour faire face à ce phénomène. Raison de la tenue de cette réunion ce jour à Lomé. Emmanuela Adjaklo, Komou Poyodé. L'adaptation, une conditionnalité aujourd'hui incontournable face au changement climatique dont les effets sont de plus en plus insupportables. Elle apparaît comme l'ultime alternative.
Le Togo, l'un des pays touchés par ce phénomène, devra s'inscrire dans cette dynamique. Pour réussir ce pari, il y a lieu de mettre en place un plan national d'adaptation, d'où la tenue de ces travaux de formulation du document de référence en la matière lancé ce matin. Comme le mot le dit, le monde change, les situations changent et l'être humain doit s'adapter à ces changements. Et pour ce faire, il est nécessaire que le Togo, comme beaucoup d'autres pays, regarde le travail quotidien qu'ils font, ça veut dire la planification dans les différents secteurs. Si vous prenez le secteur agriculture, infrastructure, santé, énergie, même forestier si vous voulez, qu'on regarde les plans d'action, les politiques, les stratégies qui ont été mises en place au cours de ces dernières années et qu'on les analyse pour savoir est-ce qu'ils sont prêts à faire face aux effets du changement climatique à long terme et comment on peut s'adapter pour que ces effets ne pèsent pas aussi lourd que c'est prévu. Cette démarche va permettre au Togo d'avoir accès aux fonds destinés à cette lutte. C'est pourquoi, à terme, ce document sera présenté aux assises de la COP 22 en novembre prochain à Marrakech, au Maroc. Et parmi les actions à mener pour s'adapter aux effets des changements climatiques figurent le reboisement et l'arrêt systématique d'abattage anarchique des arbres. Et le code forestier togolais datant de 2008 est en train d'être revu pour des sanctions plus sévères en cas de non-respect de la loi. Charlotte Nsimi. Le Togo s'est doté en 2008 de 2 lois. Une loi cadre sur l'environnement et une autre portant code forestier. Dans l'application des dispositions de ces lois, force est de constater que les sanctions sont disproportionnées aux infractions. Il s'avère donc indispensable de mener des réflexions dans le but d'aménager la législation en vigueur. Lorsque vous prenez par exemple le code forestier, s'agissant des atteintes sur la faune et la flore, particulièrement des espèces protégées, vous voyez que la loi prévoit des amendes qui vont de 50 000 à 100 000 de francs et des peines de prison qui vont de 6 mois à 1 an, le maximum en quelque sorte. Alors qu'à la matière, un trafiquant, il brasse des millions, des milliards et puis il apporte un tort très sérieux à l'environnement. Et face à ces difficultés, sincèrement, nous sommes désemparés. Il y a la volonté politique de réprimer et malheureusement, nous sommes confrontés à ces limites des textes. L'idée, c'est d'aller vers la criminalisation des infractions qui sont commises sur les forêts. Par exemple, vous voyez les éléphants. L'année dernière, on a saisi pratiquement 6 tonnes de pointe d'ivoire. Donc quand vous convertissez, ça fait plus d'une centaine d'éléphants abattus. Vous voyez? Donc ça, c'est un crime parce que l'éléphant est un animal qui est protégé. Ça, c'est un crime. Tous les pays aujourd'hui sont en train de passer à cette étape-là. Certains pays l'ont déjà, par exemple les pays comme le Kenya. Le corps judiciaire est donc mis à contribution pour lutter efficacement contre la criminalité forestière qui, au fil des jours, prend des proportions inquiétantes. Cette session de Notin voit la participation des magistrats de la région maritime et des plateaux. Prochaine étape, Kara, avec les magistrats de la région centrale, de la Kara et des Savanes. Le Togo se dote d'une nouvelle stratégie pour la réussite des opérations de salubrité publique, encore appelée Togo propre. Ce document est soumis à validation ce matin à Lomé. Il sera question pour les différents acteurs impliqués dans la gestion de la propriété dans toutes les villes du pays de s'accorder sur les moyens les plus efficaces pour mobiliser les populations autour de cette opération pour que le Togo retrouve sa beauté d'antan. Viviane Souvi, Tchazna Baga. Le gouvernement s'est lancé depuis 6 ans dans un ambitieux programme de modernisation du cadre et d'amélioration de la qualité de vie au Togo.
Cet engagement se traduit par la construction de nouvelles infrastructures routières et le reprofilage des différentes villes du pays. Pour accompagner cet effort, il a été institué en octobre 2014 une journée Togo propre tous les premiers samedis du mois. Après 2 ans, cette opération de salubrité publique ne suscite pas l'engouement auprès de nombreux Togolais. C'est dans l'optique de mobiliser l'ensemble des compatriotes autour de cette noble initiative que le ministère en charge de la formation civique a élaboré de nouvelles stratégies soumises ici à validation au cours de ces assises. Il y a 2 ans donc, le gouvernement a pris celui de relancer, disons, les opérations de salubrité. Devant l'indifférence presque totale des populations, le gouvernement a dit qu'il faut penser à une nouvelle stratégie qui puisse amener les populations à adhérer à la salubrité de masse. La propreté et la salubrité d'un pays incombent à tous les citoyens. Voilà pourquoi le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique invite tous les Togolais à se joindre aux efforts du gouvernement pour redonner à notre pays sa beauté d'antan. Il y a une décennie, ou 2 décennies de cela, chacun se levant le matin balayait devant sa porte. Et jusqu'au milieu de la route, c'était vraiment très millimétré. Et c'était celui qui aurait les meilleures rayures du balai devant sa porte. Et c'était une fierté de dire, mais tiens, moi devant ma porte aujourd'hui, mi dacha, mi oueleke, mi oueleke, mi oueleke. Et c'était la fierté de tout le monde. Le problème de salubrité est un problème national. Chacun doit comprendre qu'il a sa partition à jouer. La propreté de notre environnement concourt à sa préservation. On en parle beaucoup actuellement. Mais également permet à toutes les populations de vivre dans un environnement sain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que respecter notre environnement, c'est préserver, sauvegarder également notre santé. Le document de stratégie étudié et validé va servir d'instrument de mobilisation de masse autour de l'opération Togo propre. Justement, dans le contexte de la mise en œuvre de la politique nationale de formation civique et d'éducation à la citoyenneté et conformément au plan de travail annuel 2016 de la direction de la formation civique, le ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la formation civique lance un appel à projets citoyens en vue de sélectionner et de primer 11 micro-projets portés par des associations et ONG œuvrant dans le domaine du civisme et de la citoyenneté. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la participation citoyenne chez les organisations de la société civile à travers l'appui à la réalisation de petits projets citoyens. À cet effet, le ministre informe les associations et ONG désireuses de participer au présent appel à projet que le dépôt des dossiers de candidature est ouvert du mercredi 20 juillet au mercredi 31 août 2016 de 8h à 17h tous les jours ouvrables. Les domaines d'intervention retenus, le groupe cible de l'appel à projet, la procédure de sélection, la composition du dossier de candidature et les principaux critères de sélection des projets sont à consulter dans le quotidien national Togo aux Presse. À Kara, ce sont les agriculteurs et maraîchers qui ont été outillés en technique de compostage et d'utilisation des matières organiques pour la fertilisation des sols. Une formation donnée par la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara à travers le projet Externalité négative de l'intensification des sols cultivés en milieu urbain et périurbain. Nestor Mouzou. Démarré en mars 2013, le projet Externalité négative de l'intensification des sols cultivés en milieu urbain et périurbain, méthodes et outils d'évaluation et pratiques alternatives se poursuit. Après la partie théorique, voici la phase pratique. Les participants sont formés pour qu'ils puissent produire du compost.
La formation est dispensée par la FAST, Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara. Le projet entend amener les agriculteurs et les maraîchers à cesser leur pratique qui consiste à utiliser les déchets directement dans les champs. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit donc dans le cadre de la mise à la disposition des agriculteurs les résultats que nous avons obtenus. Ici, c'est la plateforme d'expérimentation où nous avons fait l'usage du compost obtenu à partir des déchets que nous utilisons à des doses différentes. Nous avons montré la façon dont il faut élaborer le compost à partir des déchets ménagers. Donc nous allons montrer l'évolution du maïs qui a obtenu le compost et qu'on va comparer au maïs qui n'a pas du tout obtenu le compost. Ce que moi j'ai retenu, c'est que si on utilise du compost, on engraisse les champs, on améliore la culture et on donne encore plus de vie au sol, alors que l'engrais chimique, on fait la récolte, mais les années suivantes, l'engrais chimique détruit le champ. Les bénéficiaires de la formation sont appelés à répliquer les techniques apprises afin de limiter au mieux l'usage des produits chimiques en favorisant l'utilisation de ce que la nature elle-même offre comme fertilisant. Le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville et le Sénégal sont aussi concernés par ce projet financé par le COURAF, Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricole. 50e réunion ce matin à Lomé du conseil d'administration de la BIDC, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Il a été approuvé au cours de la rencontre le financement de 4 projets dans quelques pays sous forme de prêts avec l'affectation d'un montant de 2 millions de dollars dans le contexte de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Antoinette Omao, Vauvor. 3 projets de financement ont été approuvés lors de cette 50e réunion du conseil d'administration de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO BIDC. Ces projets seront financés au Burkina Faso et en Guinée pour un montant global d'environ 20 milliards de francs CFA dans les secteurs agroalimentaires et miniers. Le Conseil a également approuvé un emprunt obligataire de plus de 25 milliards de francs CFA pour financer les projets dans le secteur privé. Au titre des rapports, le Conseil d'audit et de risque a présenté son rapport lors de cette session. Let me just say this is the normal session of the board, and during the session the board approves about 3 projects. Au nombre des projets qui ont été approuvés, il y a le projet de Lumbiala, qui est un projet de fabrication de tomates et de jus de tomates et de mangue, qui a été approuvé par le conseil d'administration. Et ce projet, c'est au Burkina Faso, pour un montant de 8 millions de dollars. Le deuxième projet, c'est celui de Diamond Cement en Guinée, pour un montant de 22 millions de dollars. Et le troisième, c'est la restitution du prêt de Intercell Guinée, pour un montant de 10 millions de dollars. Également, le conseil a approuvé l'affectation de 2 millions de dollars dans le cadre du projet Ebola au Libéria. Nous allons donc aller sur le marché de l'UEMOA, mobiliser cet argent pour financer ces divers projets. S'agissant de la mobilisation des ressources, la BIDC compte sur ses partenaires afin de pouvoir financer les projets dans les 15 États membres, notamment dans le secteur privé, les infrastructures, le développement économique, dans l'optique de l'émergence et de l'intégration des pays de la CEDEAO. Lomé abrite un colloque autour de cette interrogation: que devient la famille dans un monde où les violences sont monnaie courante? Le débat est ouvert ce matin et ce pour 2 jours. Les participants vont donc réfléchir sur l'idéal de famille à former de nos jours et qui répond à nos réalités. Augustin Kossi, Esther Laclé. Elles sont nombreuses aujourd'hui, les familles africaines, à être confrontées à diverses difficultés. Crise de confiance, détérioration des relations parents-enfants et conflits de génération. À cela s'ajoutent les familles monoparentales, les influences de la civilisation occidentale, de la religion chrétienne et des déviances sexuelles. Les familles sont alors à la croisée des traditions et du modernisme. Il faut non seulement repenser la cellule familiale, mais surtout réfléchir sur ce qu'elle devient face à ces différentes mutations.
La présente rencontre du réseau togolais de recherche théologique a justement pour vocation de revisiter les bases pour savoir ce que doit être la famille dans la société actuelle. Quand on parle de famille africaine, certains prennent leur famille à eux comme le modèle de la famille africaine. Il est bon d'ouvrir les horizons pour voir qu'est-ce que la famille, l'Afrique dit de la famille. Qu'est-ce que l'Afrique et notre Afrique nous enseigne sur la famille. Parce que comme ça pourrait nous permettre de voir les déviations déjà par rapport à la culture et aussi ce que l'Église, dans sa rencontre avec l'Église, que la famille africaine peut apporter dans sa rencontre avec l'Église. Nous voulons réfléchir en utilisant ce que j'appelle nos deux poumons, la Bible et ce que l'Église enseigne, et puis notre tradition africaine, pour comprendre nos familles aujourd'hui, comment nous devons vivre. Comme vous le savez, aujourd'hui on ne sait plus où on est. La famille est attaquée, blessée de toutes parts. Donc nous allons réfléchir sur tout ça en interrogeant nos traditions, la Bible et la culture africaine. Le deuxième volet, c'est comprendre l'Église elle-même comme famille et voir comment nous, chrétiens d'Afrique, nous pouvons vivre cette dimension familiale dans nos communautés chrétiennes. En se référant à la tradition, au modernisme et à la religion chrétienne, l'Église entend contribuer à l'édification d'une société africaine authentique. Et la prise en charge de l'homme, selon le prélat, consiste à gérer ses angoisses et sa vie relationnelle. Nous tenons beaucoup à la famille et aux liens de famille. Alors l'Église famille de Dieu, c'est l'Église de ceux qui croient en Jésus. Alors quelle relation, moi par exemple, j'ai eu avec mon papa? La qualité de cette relation m'aide à voir en Dieu le Père vraiment bienveillant. Si mon papa est bon, bienveillant, je peux comprendre que Dieu soit bienveillant et plus encore. Les relations que j'ai tissées avec mes frères et sœurs, si j'ai vécu la fraternité, ça va m'aider à voir en chacun, à chacune, un frère ou une sœur. Cela dépendra de chacun de nous. Pour nous prendre le flambeau de la famille à protéger, à défendre, pour que cela ait un impact sur notre société au Togo et même aussi dans la sous-région ici. Il s'agit pour les participants, prêtres, religieux et laïcs, d'œuvrer à la recherche d'un mieux-être familial pour faire de la famille d'aujourd'hui un axe essentiel de la fraternité, de tolérance et de l'acceptation de l'autre. Et c'est communiqué pour poursuivre cette édition. Le HCROUN remercie les acteurs de l'atelier sur les réformes et toute la population. Du 11 au 15 juillet 2016, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale a organisé un atelier national sur les réformes politiques et institutionnelles à Radisson Blu Hotel de février. Cet atelier, faisant suite aux recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR, a vu la participation effective des représentants de partis politiques, de la société civile, de l'armée, des religieux, des gardiens de nos us et coutumes, des universitaires et des médias qui ont réfléchi et échangé sur l'ensemble des réformes politiques et institutionnelles dans un processus de réconciliation et d'apaisement. L'atelier s'est déroulé dans une ambiance conviviale animée par un esprit patriotique et a permis de dégager des propositions significatives au cours de débats constructifs et francs. À cet effet, le HCROUN tient à remercier le président de la République, le gouvernement, tous les participants, les modérateurs, les communicateurs nationaux et internationaux venus du Ghana et du Maroc, ainsi que les médias et toute la population togolaise pour avoir contribué de près ou de loin à la réussite de cet atelier. Le HCROUN invite tout un chacun à s'investir et à œuvrer pour le processus de réforme et de réconciliation nationale afin que l'œuvre commune amorcée permette d'aboutir à un Togo émergent, car vivre ensemble est aussi une nécessité pour le développement. À l'attention des fondateurs et directeurs d'établissements privés d'enseignement supérieur,
Il a été constaté que certaines institutions privées d'enseignement supérieur procèdent à la veille des rentrées académiques à des publicités dont certaines sont mensongères. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche attire l'attention des fondateurs et directeurs de ces établissements sur le fait que les publicités mensongères sont passibles de sanctions allant jusqu'au retrait de l'agrément d'ouverture. Sachant pouvoir compter sur le sens de civisme et de responsabilité de tous, le ministre demande aux fondateurs et directeurs des 10 établissements de bien vouloir prendre toutes les dispositions afin que de telles pratiques ne surviennent plus cette année. Il les remercie d'avance pour leur collaboration. À l'attention encore des fondateurs et directeurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, il nous a été donné de constater que certaines institutions privées d'enseignement supérieur fonctionnent sans avoir procédé au préalable aux formalités de demande d'agrément d'ouverture. Il est rappelé aux promoteurs que la procédure prévoit l'obtention d'une autorisation d'ouverture avant toute activité. En conséquence, il est impérativement demandé à toutes les institutions, y compris celles qui forment dans le domaine des sciences de la santé, qui sont dans cette situation de bien vouloir prendre attache avec la direction de l'enseignement supérieur, sise au 2e étage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour procéder aux régularisations nécessaires avant le vendredi 19 août 2016. Passé ce délai, les contrôles seront diligentés et toutes les institutions illégalement ouvertes seront fermées. Les personnes qui s'adonnent à ces pratiques sont passibles de poursuites judiciaires. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat 2e partie Bac 2 de la session de juin 2016 que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit le mercredi 20 juillet 2016 à 8 heures précises. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10 heures. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS, sont déjà d'ailleurs disponibles depuis ce 18 heures ce mardi. Donc, la direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Le ministre de la Défense et des anciens combattants communique pour des raisons indépendantes de sa volonté le concours d'entrée en classe de 6e et de seconde au collège militaire et Yadema de Tchichao, précédemment prévu pour le 26 juillet 2016, est reporté au mercredi 10 août 2016 et la date de clôture de dépôt des dossiers de candidature prévue pour le 15 juillet 2016 est reportée au vendredi 29 juillet 2016 dans les mêmes conditions et mêmes lieux. Voilà donc pour ces communiqués. Culture à présent avec le projet Sauvons l'architecture des Tata Somba, initié par le corps des volontaires béninois, l'Université de Lomé et partenaires. C'est pour offrir une plus grande visibilité au site touristique de Koutamakou. Dodo Ware, Nathalie Banege. Le corps des volontaires béninois et les étudiants de l'ONG Mater Mon Village du Togo s'engagent à réhabiliter les Tata Somba en destruction. C'est à travers le projet Sauvons l'architecture des Tata Somba. Du 20 au 30 juillet 2016, les deux entités vont sensibiliser les communautés, construire des sanitaires solidaires, faire des animations culturelles et viabiliser le circuit de visite du site de Koutamakou dans la Kéran. Nous avons 10 jours et pendant 10 jours, nous allons essayer de viabiliser les couloirs de visite du site de Koutamakou, puisque qu'ils vous souviennent qu'il y a des habitants, comme qu'il y a des populations qui vivent sur le site et en période de culture, ils cultivent, je ne dirais pas anarchiquement, mais ça empêche souvent les touristes de circuler pour visiter le site. Désormais, le site fera parler de lui à travers le monde entier, mais en dehors de ça, de faire prendre conscience à la population, n'est-ce pas, de la nécessité de préserver ce patrimoine qu'ils ont.
Situé dans le nord-est du Togo, le paysage de Koutamakou s'étend sur la frontière jusqu'au Bénin. Il est classé depuis 2004 au patrimoine mondial de l'UNESCO et fait la fierté du Togo. Nous saluons d'autant plus cette initiative qu'elle est prise par les jeunes qui se sont organisés en suivant l'appel lancé par l'UNESCO pour la préservation des patrimoines. C'est l'un des rares sites du Togo inscrit au patrimoine mondial. Donc quand on dit patrimoine mondial, vous voyez le poids de ce site et tout ce que ça apporte comme reconnaissance de notre pays de par le monde. Les greniers des grottes de Nok et de Mamprung, les agglomérations à Nihoglidi, les palais de gouverneurs, la maison des esclaves à Agbodrafo, le parc national de Fazao Mafakassa, la réserve de la faune d'Aledjo, le parc national de la Kéran et la réserve de la faune au Timandouri sont d'autres sites inscrits sur la liste indicative du Togo. Voilà, et c'est tout pour ce soir. Merci de votre fidélité. Retrouvez Prudence Zissou à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée.